Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette 5e journée de la transition numérique Futura. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une série de conférences et de tables rondes avec 2 thèmes. Le premier sur la transition numérique. Transition numérique et transition énergétique sont-elles compatibles? Et le deuxième thème, très important à nos yeux dans cette société en pleine mutation, responsabilité sociétale et éthique des organisations et des personnes, mythe ou réalité? Avant de démarrer, je voudrais remercier nos sponsors. La société Everial. Depuis plus de 30 ans, Everial développe des solutions sur toute la chaîne documentaire. Ils sont experts de la collecte, du tri, de la dématérialisation, de l'authentification et du traitement de toutes les typologies de documents, mais également, bien sûr, de leur archivage sécurisé, tant papier que numérique. La société Guindé 2000, une entreprise sénégalaise à vocation africaine, Guindé 2000 est spécialisée dans la dématérialisation et la construction de guichets uniques digitales. Elle existe depuis 2002 et a réalisé des projets dans plusieurs pays africains. Plusieurs fois primée, elle est certifiée ISO 9001 et 27001. Et enfin, la société Intalio, forte de plus de 25 années d'expérience, Intalio est un éditeur international de solutions de transformation numérique. Elle innove dans les domaines des plateformes de services de contenu, la gestion et l'automatisation de processus et la gouvernance des données. C'est un partenaire de confiance incontournable dans le domaine de la transformation numérique. Transition numérique et transition énergétique sont-elles conciliables? Et oui, la transition numérique, ce n'est pas simple, je suis bien d'accord, et je vais profiter de la présentation immédiate de Quentin Guéquière, qui est à ma droite sur mon Zoom, et donc qui représente l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Il a co-rédigé un livre blanc qui porte 50 mesures pour une consommation et une production durable. Il se présentera dans quelques minutes. Quentin, bonjour, on lève la main. Bonjour. Merci Quentin. À côté, Maxime Efouy, qui est donc un jeune chef de projet du think tank The Shift Project, bien connu, avec de nombreuses interventions. Il est co-rédacteur d'un très beau rapport, le Lean ICT pour une sobriété numérique, qui nous parlera donc de cette problématique de sobriété numérique et nous présentera son think tank. Ensuite, Ibrahima Diagne, qui est à gauche. Bonjour Ibrahima, à gauche pour moi, bien entendu. Vous êtes membre du Conseil national du numérique du Sénégal. Vous êtes également membre du Conseil pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal et directeur du GIE Guindé 2000. Enfin, Martin Dubourg, qui est donc en haut. Vous êtes polytechnicien et vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Vous mettez actuellement en place une interconnexion électrique sous-marine et souterraine entre la France et l'Angleterre. Vous nous en parlerez. Vous êtes également très attaché à la sensibilisation des personnes sur les enjeux climatiques. Alors, cette table ronde, son objectif, évidemment, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans une phase quand même importante sur laquelle il faut qu'on fasse des choix de société et des choix individuels dans le sens de ces choix de société. Pourquoi? Parce que les transitions que l'on voit et que l'on vit au quotidien amènent de grands bouleversements et les choix doivent être faits pour savoir dans quel sens on souhaite aller. HOP est une association qui vise à fédérer les citoyens pour pousser les entreprises et les institutions à aller vers des produits plus durables et réparables. On a été créé en 2015 à la suite de la promulgation d'une loi qui a fait de la France le premier pays à faire de l'obsolescence programmée un délit. L'obsolescence programmée, très rapidement pour les non-aficionados, c'est les stratégies des fabricants qui visent à abaisser la durée de vie des produits pour vous pousser
à en racheter de nouveau. Le nom du think tank, c'est The Shift Project. Son petit nom que je vais utiliser par réflexe, c'est le Shift. Le Shift a été créé du coup il y a 10 ans par Jean-Marc Jancovici avec pour objectif en fait d'éclairer et d'influencer la transition vers une économie décarbonée. Gain des 2000, c'est en fait la continuité d'un engagement du Sénégal dans le digital depuis 1995, où la logique d'utiliser l'Internet qui venait de naître et puis l'informatique qui se démocratisait, on quittait un peu les grands systèmes pour aller vers des systèmes plus simples. Et donc, le pari a été pris par le Sénégal de dématérialiser toute la chaîne des opérations d'import-export pour permettre aux formalités d'être faites de façon digitale. Je suis consultant et acteur engagé dans la sensibilisation aux enjeux climatiques avec, j'en parlerai plus tard, mais des actions de sensibilisation avec notamment la fresque du climat et la fresque du numérique. Et je suis aussi conférencier bénévole pour The Shift Project, l'association à laquelle appartient Maxime, pour porter la bonne parole. La question est importante parce que la place de la question de la transition écologique dans les sociétés africaines n'est peut-être pas la même que ce que j'observe dans les économies avancées. Pourquoi ? Et on l'a vu d'ailleurs, même dans les économies avancées, le début du vocabulaire, c'était la protection de la nature. Dans les années 80, c'est ce dont on parlait. Donc, on pensait que l'homme avait un devoir envers la nature. Et puis, ça a évolué, on a parlé d'environnement, donc on a pensé qu'il fallait, l'homme faisait partie de ce processus-là. Et puis là, on parle de développement durable, donc maintenant, c'est un enjeu vital. Est-ce que l'homme survivra ? Et tout cela a évolué en fonction de la maturité économique, j'allais dire, des sociétés qui ont des économies développées. Que se passe-t-il dans les sociétés où les économies ne sont pas encore développées, où le premier enjeu de la survie n'est pas la question sanitaire, c'est la question même de pouvoir vivre le lendemain avec des revenus qui n'existent ou qui n'existent pas. La fresque du climat, c'est à la fois un outil et une association en charge de le faire connaître, de le diffuser et puis de former des animateurs pour l'utiliser. C'est un atelier ludique, participatif et créatif basé sur l'intelligence collective. Ça permet à un groupe de 10 à 50 personnes d'avoir en 2 ou 3 heures une initiation sur le fonctionnement du climat et les conséquences de son dérèglement. Dans cette fresque, de quoi on va parler ? Des activités humaines, de l'utilisation des énergies fossiles, des émissions de CO2, de l'effet de serre, du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, des événements climatiques extrêmes et des conséquences ultimes pour la santé et l'organisation humaine. Ils sont partis du constat que le numérique, c'est considéré comme cool, c'est considéré comme green, mais que c'est loin d'être sans impact et qu'il faut étudier le rapport coût-bénéfice. Même chose, le numérique est considéré comme virtuel, dématérialisé, mais le numérique n'est pas dans les nuages, il déplace simplement la matérialité parce que le numérique, c'est des terminaux. Alors, quand on dit des terminaux, c'est des ordinateurs, des smartphones, des objets connectés, des périphériques, mais aussi des data centers, des infrastructures qu'il a fallu construire et qui produiront des déchets. Et c'est de l'énergie pour faire fonctionner ces terminaux, data centers et infrastructures, avec des centres de production d'énergie et des réseaux électriques qu'il a fallu construire et qu'il faut faire fonctionner. Comment est-ce qu'on peut avoir un discours conciliant ? Comment concilier l'idée des deux ? Je dirais qu'il faut commencer en fait par reprendre le problème du bon côté. Ibrahim l'a très bien dit tout à l'heure. En fait, la transition numérique aujourd'hui, elle est motivée par une croissance économique. Et alors que les problématiques de durabilité, et moi je vais utiliser le mot résilience ou celui qu'on utilise, mais c'est exactement la même idée, hein, c'est rendre quelque chose de viable dans le temps. Ces deux problématiques, en fait, elles s'interconnectent, elles s'interpénètrent. C'est juste que soit on prend un bout de la problématique ou l'autre, et en fait on ne comprend pas comment ça va se rejoindre. Mais au final, ça se rejoint. La crise sanitaire, un des effets, un des parallèles qui est intéressant, c'est que ça nous a rappelé à la matérialité des choses. Voilà, on s'est souvenu qu'en fait, avant les nombres d'euros, avant les investissements, c'était des nombres de lits, des camions qui roulent, des gens qui sont capables de faire marcher les choses. Ce que nous dit le GIEC, c'est que ce carbone qui s'accumule dans l'atmosphère, on a un budget que si on dépasse, si on le dépasse, va nous emmener vers un monde trop réchauffé. Pourquoi trop réchauffé ? Et encore une fois, je retombe sur ce qu'Ibrahima disait tout à l'heure, et ce qui est décrit dans la fresque du climat. Trop réchauffé, c'est par rapport à nos standards, hein, c'est-à-dire que la planète s'intéresse très peu à cette question, hein, c'est un système physique, il peut chauffer beaucoup plus que ça.
Le problème, c'est que dans un monde à plus de 2 degrés, nos systèmes aujourd'hui, tels qu'ils sont conçus, ils ne sont pas conçus pour ce monde. Comment on fait pour continuer de faire évoluer notre société, terme à définir, dans le cadre de ces contraintes. Et du coup, la sobriété numérique, j'aime bien la raconter en disant que c'est une question, un objectif et un changement de paradigme. Comment on fait pour continuer de développer ces outils, mais en étant compatible avec les contraintes qui sont physiques et donc non négociables? En sachant que donc si ce n'est pas compatible avec ces contraintes, les contraintes vont s'appliquer, elles ne vont pas nous demander notre avis. Donc on va mettre en danger les apports de ces outils. Comment est-ce qu'on peut imaginer finalement de faire de la 5G? La 5G, c'est effectivement un enjeu central dans la durabilité à l'échelle de la France et de l'Union. On peut effectivement imposer des normes de durabilité qui dans le temps, vont pouvoir peut-être avoir un petit effet sur la 5G. Mais aujourd'hui, nous, chez Hop, on a des solutions qui sont au niveau justement de cette sensibilisation. On a développé une plateforme qui s'appelle produitsdurables.fr, qui a pour but justement de guider le consommateur. Quelle est vraiment la situation réelle et les enjeux prochains sur le continent africain? Aujourd'hui, la limite de la démocratie, c'est quelque part cela. S'il y a une démocratie qui tient, c'est parce qu'il y a la capacité de gérer des économies qui génèrent des emplois. Et donc, la limite écologique est une limite aujourd'hui qui s'inscrit dans la durabilité. Et donc, l'Afrique a un champ un peu plus large pour pouvoir concilier développement économique, développement des infrastructures et en même temps garantir la génération des emplois et considérer l'écologie. Quels sont les outils, les normes, les marquages, les labels qui pourraient nous permettre d'améliorer notre façon de consommer? À partir du 1er janvier 2021, sera mis en place pour tous les nouveaux produits, donc les produits mis sur le marché à partir de 2021, un indice de réparabilité basé sur plusieurs critères. Ce sera une note sur 10 que vous verrez normalement sur l'emballage du produit ou par tout autre moyen, en tout cas sur ce produit. Et justement, cet indice, il est très important parce qu'ensuite, il deviendra un indice de durabilité. Et on veut que cette éco-conception, elle soit également logicielle, donc elle s'occupe également du software, parce que l'obsolescence logicielle est une des 3 grandes obsolescences programmées, avec l'obsolescence technique et l'obsolescence esthétique, c'est-à-dire l'obsolescence de la publicité. Comment on pourrait faire évoluer l'enseignement ou la sensibilisation? Je pense que même si les outils sont de plus en plus gourmands, il y a d'énormes marges de progression sur l'éco-conception. Et effectivement, la proposition de loi qui passe au Sénat aborde ces 2 points de la sensibilisation par de l'enseignement à la sobriété numérique dans les écoles et puis de l'acquisition de compétences sur l'éco-conception obligatoire pour les ingénieurs en informatique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les conclusions de ce rapport et puis formuler des recommandations? Est-ce qu'il faut qu'on arrête nos JTN en live? J'espère pas. Oui, alors notre rapport, l'insoutenable usage de la vidéo en ligne, ce qu'on a voulu investiguer déjà, parce qu'on ne voulait rien montrer du tout, la question c'était comment se construisent les usages numériques en fait. Une fois qu'on a compris ces usages essentiels à titre individuel, là on peut construire un débat collectif. Et un débat collectif, c'est sur quelles raisons on déploie, comment, pourquoi. Et je vais en profiter pour rebondir sur ce que Quentin disait tout à l'heure, parce qu'en fait c'est très juste ce qu'il a dit sur la 5G. Et en fait, la 5G aujourd'hui, c'est l'exemple typique du manque de courage politique de poser la question du comment. C'est-à-dire que la technologie, aujourd'hui, on ne pose pas la question du comment. C'est la première fois qu'un choix technologique a été vu comme un choix de société. C'est une bonne nouvelle. C'est qu'on comprend qu'en fait, le comment de la technologie est intéressant parce qu'il donne des trajectoires à notre société. Félicitations en tout cas pour la qualité de votre expertise qui vraiment est passionnante. Redouane, je ne sais pas si tu peux nous poser quelques questions. 5 questions ressortent après le débat. Alors, je ne sais pas si on pourra toutes les poser, mais je commence par la première, puisque il y a 2 questions en fait dans cette même question, qui vient de CIO Mag TV. Et la question, c'est est-ce que la sobriété numérique n'est pas plus adaptée à une société de consommation plutôt que pour le continent africain, qui lui subit de grandes disparités en termes de connectivité énergétique et numérique? Merci Brahima, merci Maxime, merci Martin, merci Quentin.
Gunther est le fondateur et directeur de ZERI, Zero Emissions Research and Initiatives, un réseau mondial qui recherche en permanence des solutions durables pour la société. Gunther est souvent comparé au Steve Jobs du développement durable, donc vous verrez ce qui en est dans sa conférence. On se pose la question si la transition numérique et la transition énergétique sont-elles réconciliables. Moi, je suis un auteur de livres, je suis un entrepreneur, je suis un faiseur et pas un diseur. Quand on me dit que je suis un conférencier, je rouspète, je dis non, je suis pas du tout un conférencier, je limite les interventions à 25 par an parce que moi je souhaite me dédicacer à l'action et pas à l'échange. Nous avons une extraordinaire information disponible pour nous convaincre que l'action est dans l'immédiat et est nécessaire. Raison pour laquelle je vous affirme dès à présent et dès le début de ma conférence que non pas seulement est la transition numérique et la transition énergétique nécessaires, les deux sont à faire dans l'immédiat. Je crois que notre plus grand problème aujourd'hui, c'est notre modèle d'affaires. Notre modèle d'affaires qui nous oblige toujours de chercher les prix, les meilleurs marchés. Si la concurrence mondiale dépend de toujours trouver les prix, les meilleurs marchés, nous sommes obligés de tricher, de ne pas prendre soin de nos communautés, de nos employés, et nous ne pouvons jamais prendre soin de notre environnement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que ce que nous devons faire dans ces transitions numériques et ces transitions énergétiques, c'est dans l'immédiat de nous concentrer sur le modèle d'affaires qui nous permet de créer des plus-values. Si mon but est seulement de veiller sur les coûts et de ne plus veiller sur la résilience, eh bien, nous allons vivre des expériences comme nous vivons aujourd'hui avec le confinement et avec le lockdown, c'est-à-dire que nous avons un effondrement de notre économie au lieu de nous préparer pour un grand futur qui est quand même de ce que nous avons besoin. Si je parle de la transition numérique et la consommation énergétique, il est clair que nos serveurs sont des énergivores. Il est clair que l'usage de l'Internet et les Internet of Things sont les deux très énergivores. Nous sommes devenus des grands consommateurs et nous avons permis au secteur de l'information, du data mining, nous avons permis qu'on consomme de plus en plus d'énergie, et si on le combine avec les milliers d'antennes de 5G, 4G et autres 6G qui vont être introduits dans les années à venir, nous nous rendons compte qu'il y a une surconsommation énergétique qui est hors du contrôle. Et je crois que nous devons nous concentrer à court terme sur ce que j'appelle les clusters des secteurs. Comme il n'y a qu'une plus ou moins 1000 fréquences radio disponibles, la transition numérique est indispensablement vers la communication par voie lumière. Pourquoi la lumière? Premièrement, parce que la lumière est l'infrastructure plus disponible dans la société. Si vous avez une communauté, vous avez une maison, vous avez de la lumière. Et ce n'est pas du tout le cas avec le 5G, ni avec le 4G, ni avec le Wi-Fi. Vous voyez déjà là un des concepts de base de l'économie bleue, un des concepts très importants qui propose que nous travaillons avec ce qu'on a disponible. Eh bien, mesdames et messieurs, l'infrastructure le plus installée dans le monde entier, c'est la lumière. Raison pour laquelle il faut que la lumière devienne quand même le backbone, la base de nos communications numériques. Nous voyons immédiatement une transition numérique vers une transition numérique démocratique. Ça veut dire que presque tout le monde pourrait se connecter si nous avons installé la technologie LiFi, qui est une technologie française qui fut développée
par le professeur Dr Suat Topsi à l'université Saclay il y a déjà 15 ans. Pour moi, c'est un saut en avant qui nous permet pas seulement d'avoir une démocratisation, mais aussi de passer dans la transition numérique, de passer du 2D au 3D. Ça veut dire que nous avons 24 fois moins de connexions de neurones quand vous avez une lumière bleue que quand vous avez une lumière jaune, rouge. Pour moi, c'est fascinant de savoir que nous avons pas seulement cette réduction de connectivité de vos yeux avec les neurones parce que nous avons un changement de lumière, mais nous avons en plus ce changement de 3D en 2D. C'est exactement dans cet esprit-là que nous avons besoin d'une transition numérique qui utilise au maximum possible le développement des connectivités entre les neurones et nos yeux. Et les scientifiques sont tous d'accord qu'aujourd'hui, l'Internet avec l'écran 2D et l'Internet avec une lumière qui est trop bleue, nous sommes en train de limiter le développement intellectuel de tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est quand même important que nous passons de la réalité à une nouvelle réalité. Eh bien, nous avons de l'autre côté cette grande révolution de l'Internet par lumière qui est de facto décentralisée, combinée avec un aperçu qui est en 3D, mais le 3D avec le système de transmission de données que nous avons disponible aujourd'hui est impossible. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de 150 millions de pixels par écran. Parce qu'on n'a plus un écran avec des LED, avec des petites lumières qui s'ajustent, nous aurons des grands espaces de lumière où les ondes de lumière sont aussi utilisées pour activer, pas les pixels, mais les photons. Parce que nous avons besoin, pour mettre la réalité devant nous en 3D avec cette technologie qui existe, on a besoin d'une autre technologie qui est capable de faire une transmission de données, pas au maximum d'1 gig par seconde comme fait le 5G, mais de 2, 3, 4, 5 téra par seconde. Et aujourd'hui, il n'y a aucune technologie de radio-ondes qui, ni à court ni à long terme, sera capable de le faire. C'est seulement la technologie du Li-Fi, la technologie de l'information par lumière, l'information de transmission par lumière que nous permet de nous imaginer un Internet qui fonctionne en 3D. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parce que cette technologie nous permet, pour la première fois dans l'histoire, de voir comment l'Internet ne veut pas continuer à être énergivore, comme vous le dites bien en français, que pour être énergivore, vous seriez pour la première fois capable d'avoir une meilleure transmission de données, une meilleure visualisation des données en 3D, et bien, tout en consommant 80 à 90% moins d'énergie. C'est ça ce qui m'intéresse dans le débat que nous avons souhaité soulever avec vous aujourd'hui. Dans cette conférence sur la transition numérique et la transition énergétique, eh bien, il faut qu'on parle de la possibilité, pas d'économiser un peu d'énergie, ça c'est pas suffisant. Il faut vraiment faire une chute, une économie d'énergie qui est transformative. Et cette économie d'énergie d'un facteur de 4-5 grâce à cette transition est ce que nous devrions rechercher à court terme. Le grand avantage, c'est que cette technologie n'est pas seulement disponible, elle est connue. Mais si je le combine alors avec la deuxième transition que je vois nécessaire, la première, c'est la transition du 2D en 3D, la transition de radio-ondes en ondes lumière, fréquence lumière,
Eh bien, l'autre transition que je souhaite vous proposer aujourd'hui, c'est cette transition qui nous permet de travailler ensemble dans ce que j'appelle du data farming. Mesdames et messieurs, je crois que la grande transition dont nous avons besoin dans les années à venir, c'est pas seulement les transitions dont j'ai parlé, du LiFi, du 3D, mais c'est également de passer du concept du data mining au concept du data farming. Et c'est cette transition vers la gestion des données à une échelle locale qui vous permet aussi de démocratiser les revenus qui sont associés avec la gestion de vos données. Data forestry, c'est ça ce que j'appelle en anglais, data forestry, data agriculture. Et je crois que notre force sur le marché est bien entendu seulement imposable quand nous avons la capacité de faire valoir nos expertises dans nos régions avec nos propres données. Je crois que l'époque du Covid nous a enseigné clairement que nous avons besoin de beaucoup plus de l'efficacité. Nous avons fait la preuve de ne pas être capables de prendre soin des milliers de gens qui ont besoin d'un traitement médical à cause du Covid et à cause de notre incapacité d'avoir assez d'unités dans les hôpitaux, nous sommes obligés de faire un lockdown, d'un confinement total. C'est-à-dire la gestion, l'incapacité de gérer, quand même dans une société développée comme la France, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme l'Italie, nous sommes incapables de gérer le flux de malades, eh bien nous impose une chose qui est incroyable dans la vie, le confinement total. Mesdames et messieurs, pour terminer mon analyse et mes propositions, je dois conclure avec une réflexion sur qui va financer ça. Ces investisseurs vont travailler pas seulement pour avoir un rendement, mais ils vont travailler parce qu'ils croient que leurs enfants, leurs arrière-grands-enfants, leurs enfants vont se rappeler que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père était l'homme ou la femme qui a décidé d'investir dans cette grande transition numérique et écologique et bien entendu énergétique. Les investisseurs d'héritage sont des gens qui décident que l'infrastructure du futur est une infrastructure qui est au service de l'humanité, pas au service du capital. Je ne suis pas ni communiste ni capitaliste. Je suis un homme qui regarde la réalité dans ses yeux avec mes 40 ans d'expérience d'entrepreneur. Nous avons heureusement, avec notre économie bleue, avec notre fondation Émission Zéro, nous avons heureusement 3000 chercheurs à notre disposition et 1000 entrepreneurs avec qui nous avons monté des expériences les 30 dernières années pour pouvoir conclure cette conférence avec une conclusion positive. Raison pour laquelle je crois dans le futur parce que je suis convaincu que nous, tous ensemble, vont réaliser que des autres considèrent impossible. Merci, professeur, pour nous avoir éclairé d'économie bleue et en particulier nous avoir rappelé que le premier principe de l'économie bleue, c'est bien de s'inspirer de la nature. Avant de vous proposer une question, j'ai demandé quand même à M. Ange-Frédéric Balma, précurseur du LiFi en Afrique, de nous faire un point en 5 minutes du développement du LiFi en Afrique. Je suis Ange-Frédéric Balma, CEO et fondateur de LiFi-LED, qui est une start-up qui a développé la technologie du LiFi en Afrique, qui permet aux zones les plus reculées d'Afrique n'ayant pas accès à la fois à l'électricité et à l'Internet, grâce à la lumière, de bénéficier de ces avantages-là. Comment est-ce que, dans le cadre de cette problématique que l'on a exposée et celle que vous avez mentionnée en conclusion, on peut réellement changer les règles du jeu des affaires?
Eh bien, Christian, merci beaucoup pour, avant tout, cette occasion de partager. Je rappelle pour l'auditoire que c'est la première fois que j'ai résumé mes pensées des dernières années dans un nouveau langage où j'utilise les mots comme le data farming et les pépinières de données comme étant vraiment à la base d'une nouvelle stratégie qui nous permet de court-circuiter le système des grands tuyaux qui renvoient toutes les informations vers peut-être 3, 4, 5 utilisateurs et processeurs et mineurs de toutes les données. C'est là où j'ai quand même gagné le fameux nom que je suis le Che Guevara de la durabilité. Je ne suis pas le Steve Jobs, je suis le Che Guevara, mais sans fusil, sans tuer quelqu'un, sans révolution dure, mais tout en maintenant ce désir et cette nécessité de répondre aux besoins de tout le monde pour créer cette opportunité d'un développement économique local. Et cette économie locale, avec un effet multiplicateur, nous permet de créer une économie, d'augmenter le pouvoir d'achat et de répondre aux besoins de tout le monde avec ce qui est localement disponible. Nous allons démarrer par la présentation de Jean Pichon, qui servira d'introduction à la table ronde suivante. Il va nous présenter son retour d'expérience sur la responsabilité sociétale des organisations. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, Jean est consultant associé chez Optim Resources, professeur à Sciences Po Paris et à l'École supérieure de commerce de Rennes. Nous allons commencer tout d'abord par une vidéo de notre sponsor, la société Intalio. Our industry is evolving more than ever. To fundamentally keep up with this development and to adapt to our customers' needs, Everteam Global Services and Intalio merged forces to become Intalio. We are continuously working on our international expansion and unceasingly emphasize on our customers' needs to always nurture them in their digital transformation journey by offering them cutting-edge solutions that significantly improve speed, quality, efficiency, and accuracy. With its microservices architecture, Intalio offers a comprehensive product portfolio and a well-planned service offering for content services, process automation, and data governance. Our multicultural teams always look forward for new alliances, and it only pleases them to jump into new journeys with as many diverse sectors as possible to help them reach their ultimate goals and satisfactions. Intalio, your digital transformation partner. Bonjour à tous. Je suis très content de partager ce moment avec vous, bien sûr un peu court, et nous allons parler d'un très beau sujet, la RSE. Alors on pourrait parler pendant des jours sur ce sujet, mais comme nous n'avons que 30 minutes, je vais essayer de me concentrer sur certains aspects plus que d'autres. C'est une introduction à la RSE, donc mon objectif va être de vous proposer quelques grilles de lecture qui vont vous permettre de mieux identifier ce qui se fait au niveau des entreprises et de pouvoir décrypter ce qui relève de peut-être la cosmétique, un peu marketing, d'un véritable engagement. Et pour introduire cette notion de RSE, je voudrais commencer par faire le lien avec le contexte actuel. Alors, nous vivons une période compliquée, qui est difficile pour beaucoup d'entre nous, qui est négative globalement, mais, et là vous me voyez venir, étant plutôt de nature optimiste, je pense qu'on peut aussi en retirer quelque chose de positif. Et du coup, quand on a un système avec tous ces éléments qui interagissent, si on essaye de prendre un des éléments du système et de faire évoluer cet élément séparément, c'est ça qui va faire dérailler l'ensemble du système parce que du coup, on ne mesure pas toutes les connexions qu'il y a et qui vont du coup elles-mêmes se déclencher comme une espèce de rouage. Finalement, le développement durable, c'est la capacité de notre société humaine à durer éternellement dans ce système biosphère. Ça a été dit d'une autre façon, ce que je viens de vous exposer, en 1987, et c'est la commission Brundtland qui l'a nommée et qui l'a décrite en disant que le développement durable, c'est un développement qui permet de répondre à nos besoins actuels sans mettre en danger, sans compromettre la capacité des futures générations à pouvoir répondre à leurs propres besoins. Alors, quel est le lien avec la RSE? Eh bien, si on parle de cette définition du développement durable, même s'il y a souvent beaucoup de débats sur la définition exacte de la RSE,
Pour moi, c'est simplement la façon par laquelle les entreprises doivent fonctionner pour contribuer, comme tous les autres acteurs de la société humaine, à notre développement durable commun. C'est donc une démarche qui est globale et qui devrait toucher toutes les composantes de l'entreprise. Je vous propose 8 éléments que vous voyez à l'écran. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais ça couvre un panel assez intéressant puisqu'on est sur des fondamentaux avec le projet d'entreprise, la politique RSE, la gouvernance. On est sur des éléments d'interaction sociétale avec l'engagement des parties prenantes, avec la communication, le rapport annuel RSE. On est également sur des éléments plus opérationnels comme les actions du plan de gaz à effet de serre, la politique et les procédures d'achat responsable ou la mise en œuvre de certains labels et certifications. Le premier, c'est probablement le plus fondamental car quelque part, il conditionne tous les autres. Mais c'est également le plus difficile à décrypter car c'est parfois assez confidentiel et 2, il y a souvent des superbes astuces de communication autour de ça. Le deuxième élément que je vais vous partager, c'est l'analyse de la politique développement durable ou politique RSE. Troisième élément dont je voudrais vous parler, c'est tous les aspects de gouvernance. La RSE étant une approche systémique qui touche toutes les composantes de l'organisation de façon fort logique. La gouvernance, le portage de la démarche devrait se trouver à un niveau de comité de direction qui réunit toutes les instances décisionnelles de l'entreprise. Quatrième élément que je voudrais partager avec vous, c'est le rapport développement durable, ce bon vieux rapport développement durable ou RSE. Cinquième élément, c'est un élément qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance, en tout cas à mes yeux, qui est le plan d'action en matière de changement climatique, de lutte contre le changement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vous ai parlé de ces 8 éléments à décrypter. Je viens d'en couvrir 5 avec un certain niveau de détail. Je n'ai pas le temps de poursuivre sur les 3 autres. Donc, je vais essayer de vous donner quelques questions types à se poser sur ces 3 autres sujets qui vous permettront peut-être de contenir vous-même tranquillement le chemin de ce décryptage. Les 3 éléments que je vais couvrir, le premier, c'est tout ce qui est label et certification. Le deuxième volet dont j'ai un peu parlé déjà, c'est l'engagement des parties prenantes. On peut faire des consultations thématiques comme sur les rapports. On peut aussi avoir un engagement via un comité. Et parfois, quand on met en place des comités développement durable qui sont consultatifs, qui sont aviseurs, qui vont être sur un niveau très stratégique, sur des enjeux et des priorités, c'est très intéressant de voir quelle est la réponse de l'entreprise et quels sont les représentants qu'elle va déléguer dans ces discussions, dans ces journées de travail. Troisième élément, c'est les achats responsables. Et quand on parle d'achat responsable, on peut parler approche de sélection des fournisseurs ou bien qualification des biens et services, une procédure de décision sur les achats de biens et services. J'ai fait le tour de ces éléments-là. Je voudrais finir sur les leviers qui permettent, selon moi, de pouvoir vraiment basculer dans une démarche d'engagement. Alors, le premier levier, c'est la bascule culturelle, qui nécessite une rupture qui va permettre de sortir de la culture de conformité et d'aller vers de l'intégration. Le deuxième levier, c'est vraiment d'être sur une approche systémique. Alors, dans les années 80, on était sur ces 3 petits ronds qui étaient fort jolis, qui étaient un peu la tarte à la crème de la représentation modélisée du développement durable. C'est joli, mais c'est pas pratique. Qu'est-ce que vous voulez que l'entreprise fasse de ce modèle-là? Et puis, l'autre problème, c'est que ça positionne quand même les trois dimensions sur le même niveau, alors que c'est, on va le voir, pas forcément le cas. D'où la proposition qui s'est fait jour progressivement de les positionner différemment en disant l'environnement est vraiment la condition, l'aspect social c'est la finalité et l'économie finalement c'est un formidable mécanisme d'arbitrage, de trade-off pour s'assurer qu'on préserve la condition environnementale et qu'on atteint notre finalité sociale. Et le dernier levier, c'est un double levier qui nécessite de s'assurer qu'on a une connaissance et une compréhension commune dans chaque organisation de ce que c'est que la RSE en général et de ce que ça veut dire pour sa propre organisation. Alors du coup, il faut des outils de sensibilisation qui amènent une dimension factuelle, systémique et qui permettent de basculer dans un engagement individuel et collectif. Donc moi, j'utilise la fresque du climat autour duquel je construis un atelier pour ensuite emmener les gens vers une bascule individuelle et collective par service, par entreprise et du coup, vraiment cheminer vers un engagement durable et profond en termes de RSE. Combien coûte la mise en œuvre d'une démarche de responsabilité sociétale
Et deux, comment mesure-t-on l'impact d'un plan RSE? Alors, en matière de coûts, c'est une question qu'on pose souvent, et notamment dans le cadre de démarches où clairement les actionnaires, le conseil d'administration, les dirigeants attendent un retour sur investissement. Et donc, on a deux types de coûts. On a des coûts qui sont vraiment des coûts d'investissement, quand par exemple il est nécessaire de revoir les produits, de transformer la chaîne de production, quand il est nécessaire de revoir certaines installations, travailler sur l'isolation, etc. On a ce type de coûts. Et après, je dirais, pour moi, la plupart du temps, les coûts associés à une démarche, la mise en œuvre d'une démarche RSE, sont surtout des coûts en termes de temps. Je dirais des temps internes et des jours hommes. Concernant la mesure d'impact, ça c'est un élément fondamental. Et il y a trop de démarches RSE où, comme on ne s'est pas posé au départ pour définir les objectifs, du coup, on ne sait pas trop comment mesurer. Une fois que vous avez vos objectifs, et on s'entend qu'on est sur des objectifs SMART, on n'est pas sur refaire le monde, etc. On est sur des objectifs beaucoup plus mesurables. Une des clés, c'est de bien définir les indicateurs. Donc, ces indicateurs sont essentiels pour mesurer les impacts, et c'est ça qui donne, entre autres, la crédibilité d'un rapport et d'un bilan annuel, parce qu'ils vont amener cette mesure qui permet de dire on est bien en train de progresser, on est bien en train d'avancer ou pas vers la vision qu'on aura définie au démarrage du projet. Est-ce que c'est une démarche qui est réservée aux grosses entreprises et comment une PME peut-elle agir? Alors, ça, c'est une très bonne question. Dans mon expérience, je trouve que très souvent, les PME font beaucoup de choses, mais en fait, n'ont pas eu de ressources ou de temps pour essayer de travailler sur toute la dimension de compréhension et de sensibilisation. J'ai déjà eu des patrons de PME qui venaient me voir en disant, un peu affolés, tous mes concurrents sont en train de faire des démarches, moi j'ai l'impression que j'ai rien fait, je suis en retard, ça va me jouer des tours, etc. Pas du tout. En fait, de façon très naturelle, les PME, je dirais, ont toute la dimension, par exemple, de mobilisation interne, de faire grandir ce collaborateur, c'est souvent une clé qui est nécessaire à la survie des PME. Alors que je dirais, on a un volume de personnel dans les grandes corporations qui permet un peu d'amortir cet élément-là. Merci Redouane, merci Jean. Mais je vois qu'il y a une question, peut-être on peut prendre encore 2 minutes. Marie Lavelle pose une question sur le mécénat des entreprises. Est-il pris en compte dans la démarche RSE? Alors oui, c'est pris en compte, bien sûr. Et puis pour moi, c'est un petit peu comme… alors, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui est un levier d'action que peuvent faire les grandes entreprises. Merci vraiment pour cette présentation très instructive sur un sujet qui vraiment pour nous est bien sûr actuel, mais important et qui est vraiment l'introduction à notre prochaine table ronde. Le vent n'attend pas. Il peut être imprévisible. Quand il arrive, il faut être prêt. Quand il tourne et annonce un changement, porte avec lui de nouveaux projets et horizons, il faut être prêt. Empreint de nos origines, il traverse les générations. Lorsqu'il se lève, pour laisser passer la lumière, il faut être prêt. Car aujourd'hui, nos éléments fondateurs ne sont plus seulement physiques, mais digitaux. C'est pourquoi nous ne sommes plus seulement vos gardiens, mais aussi vos guides. D'archivistes de la mémoire, nous sommes devenus les concepteurs des solutions de demain. Nous ne sommes plus seulement papier, mais numérique. Comme vous, nous sommes prêts. Olivier Babot, bonjour. Vous êtes fondateur et président de l'Institut Sapiens, premier think tank français qui vise à replacer l'humain au cœur du numérique. Vous nous expliquerez ce qu'est un think tank et comment vous intervenez. Vous êtes économiste, professeur à l'Université de Bordeaux et essayiste. Votre dernier livre, Le nouveau désordre numérique, ou comment le digital fait exploser les inégalités, a été publié en septembre 2020.
En partenariat avec Syntec Numérique et Nicolas Bouzou, vous avez inauguré la semaine dernière un cycle de conférences, les rencontres de la France qui gagne, pour mettre en avant l'excellence entrepreneuriale de la France. Vous nous en parlerez. Franck Carnero, bonjour. Vous êtes Chief Mission Officer, ou plus simplement en français, directeur mission et impact de la Maïf, mutuelle française créée en 1934 et première société à mission du secteur de l'assurance. La Maïf a développé un modèle d'assurance mutualiste centré sur l'humain, où chaque sociétaire y est à la fois assureur et assuré. Vous proposez un modèle différent fondé sur la confiance. Vision d'ailleurs partagée par Pascal Demurger, directeur général de la Maïf depuis 10 ans et auteur du livre « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». Vous nous expliquerez pourquoi il était important pour vous d'être une société à mission, comment se traduit concrètement votre singularité dans le domaine de l'assurance et quelles actions vous avez mises en place pour remettre l'économie au service de l'homme et du bien commun. Gunther Poli, bonjour. Vous êtes entrepreneur, écrivain, auteur du livre traduit dans 40 langues « L'économie bleue », concept qui vise à développer une économie durable en s'inspirant de la nature. Au travers de The Blue Economy et de ZERI, votre fondation qui unit un réseau de 3000 chercheurs et d'1 million d'entreprises à travers le monde, vous stimulez des projets entrepreneuriaux s'appuyant sur de nouveaux modèles économiques et sociaux inspirés des écosystèmes de la nature. Avec votre ami Idriss Aberkan, vous avez initié le projet Super France qui vise à s'engager ensemble au service du bien commun. Votre dernier livre, L'économie du bonheur, que vous avez écrit pendant le confinement, est disponible directement sur le site web de superfrance.org. Vous aimez être un emmerdeur, comme vous l'affirmez, preuve que vous dérangez et changez les règles du jeu. Vous nous parlerez de vos actions, de vos réalisations et de ce changement de mode de pensée pour lequel vous agissez depuis plus de 25 ans. Christian Resson, bonjour. Vous êtes entrepreneur, cofondateur et co-CEO de la jeune start-up Mano Mano, place de marché française, spécialisée dans les articles de bricolage et de jardinerie. Créée en 2013, Mano Mano est présente dans 6 pays. Vous avez levé au total plus de 300 millions d'euros auprès d'investisseurs. Et en 2020, avec plus de 800 collaborateurs, vous avez dépassé le milliard d'euros de volume d'affaires. Vous avez reçu de la part du gouvernement français le label Next 40 qui vise à soutenir et à promouvoir 40 jeunes entreprises françaises considérées comme prometteuses et susceptibles de devenir des leaders technologiques. Vous avez placé le business et l'humain au centre de votre modèle économique. Vous nous expliquerez pourquoi et comment se concrétise cet engagement vis-à-vis de vos collaborateurs, fournisseurs et partenaires. Bienvenue à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Merci de me donner la parole sur ces sujets absolument passionnants et dans lesquels je crois que tous nous vivons en permanence. Et un sujet qui évolue en fait, dont on a l'impression qu'il est en contact direct avec la réalité et les théories qu'on peut avoir évoluent. Alors, en quoi est-ce que c'est une mode? Peut-être en effet, en quelque sorte, mais les modes, c'est aussi un marqueur profond des civilisations qui évoluent. Pourquoi ce sujet existe aujourd'hui? Pourquoi ce sujet prend de l'importance? Je crois d'abord qu'on a assisté, qu'on le veuille ou non, à une forme d'affaiblissement des États. Qui est dû probablement au fait que l'État-nation a moins de poids qu'avant dans un contexte de mondialisation des marchés et une montée en puissance qu'on a vu depuis ces derniers mois, voire ces dernières semaines, de géants, d'entreprises géantes, de corpo-nations, n'est-ce pas, qui prennent une telle importance, un tel poids, une telle importance dans notre vie, qui ont un tel nombre de clients. Je rappelle que Facebook, c'est quasiment un tiers de l'humanité qui a un profil Facebook, qu'on ne sait plus très bien qui possède la puissance régalienne. On n'a pas attendu la responsabilité sociale de l'entreprise pour s'inquiéter du bien-être de ses salariés, pour s'inquiéter aussi de son action sur l'environnement, de s'inquiéter de l'effet général de son entreprise. Je pense que la responsabilité sociale de l'entreprise, la considération pour l'entreprise de son impact global, c'est en fait
sa gestion bien comprise, la compréhension de ses intérêts à long terme. Et tout à l'heure, Vladimir, tu opposais effectivement maximisation du profit et puis les nouvelles missions dont on peut parler pour l'entreprise, cette raison d'être. Et moi, je crois profondément que le gain à long terme de l'entreprise, et quand j'en parle à mes étudiants, on a souvent une longue discussion autour de cette idée de l'objectif de l'entreprise. L'entreprise, c'est, pour utiliser un terme spinozien, c'est une idée spinozienne, hein, elle est comme tout être vivant, elle cherche à persévérer dans l'être et à se développer. Voilà. Il est quand même évident que l'être humain prétend d'être intelligent. Mais l'intelligence que nous avons déployée jusqu'à présent n'arrive qu'à détruire la biodiversité, n'arrive que d'enrichir quelques personnes dans la société, n'arrive pas du tout à répondre aux besoins de base de tout le monde, n'arrive pas du tout à démocratiser l'accès à l'Internet, etc., etc. Alors, si je prends un peu l'inventaire de tout ce que nous avons réalisé comme phénomène culturel sur cette terre, il est évident que nous sommes les moins intelligents et le plus grand renommé que nous avons, c'est la destruction des écosystèmes et des conditions de vie. Alors, dans ces conditions-là, comment est-ce que nous pourrions prétendre que nous sommes les responsables des problèmes et les responsables des solutions? Nous avons besoin de nous inspirer de la vie qui quand même s'est poursuivie depuis 2 milliards d'années, et c'est notre responsabilité d'être humble, d'être modeste, d'être quand même à l'auteur de nos réalisations, et pour dire que effectivement, si je souhaite avoir un contrôle de température et d'humidité dans un immeuble, il y a mieux que je m'inspire dans les techniques déployées depuis quelques millions d'années par les termites. Je crois qu'il est très important que nous avons cet acte d'humilité, cet acte de modestie, pour dire ceux qui sont parmi nous depuis des centaines de millions d'années et qui ont survécu sont ceux qui portent quand même une inspiration. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme les autres espèces vivantes, ça veut dire que nous sommes obligés de quand même prendre un recul de notre arrogance, de prétendre que nous sommes ceux qui puissent quand même inventer les OGM, nous inventons la chimie avec 100 000 molécules différentes qui ne se dégradent pas dans la nature. Eh bien, l'heure est arrivée de prendre un petit recul et de dire pas seulement est-ce que je suis capable de décerner, d'observer, de comprendre comment les autres 100 millions d'êtres qui vivent avec nous sur cette terre l'ont fait, mais de l'utiliser comme base pour faire le dessin des communautés, des sociétés, des économies, des modèles d'affaires qui répondent parfaitement aux besoins de tout le monde avec ce qui est localement disponible. Pourquoi une telle démarche de la part de la Maïf? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, c'est une démarche qui s'ancre dans notre ADN, parce que depuis l'origine de la création de l'entreprise, qui est une mutuelle, donc qui est au service de ses clients qui sont des sociétaires, il y avait cette préoccupation de l'utilité aux personnes qu'on sert. Et puis, au fur et à mesure qu'on a évolué dans le temps, on a développé des politiques RH, le management par la confiance, une politique RSE, etc. Et donc, finalement, il y a quelque chose dans notre ADN qui porte l'humain très au cœur de nos décisions et qui nous incite à toujours poursuivre notre volonté de se singulariser sur le marché, de se différencier. Et donc, c'est au cœur de nos réflexions stratégiques. ManoMano se définissait dès sa création comme un double projet business et humain. Pourquoi et qu'entendez-vous par un projet business et humain? Les premières réflexions ont été de se dire comment on veut imaginer notre entreprise de demain. Tout de suite, on a pensé que oui, il fallait que ce soit un vrai business, quelque chose qu'on pouvait mettre à l'échelle, être une entreprise européenne, voilà, des vrais réflexes d'entrepreneur, mais également, on voulait
qui est une jambe humaine qui soit très très forte. Donc nous avons deux jambes chez Madame Hano, très très fortes, pour qu'il y ait ce respect-là et que ce business-là ne grossisse pas au détriment de l'aspect humain que nous voulions y mettre et qui se traduisent par des valeurs qui sont plutôt assez fortes chez Madame Hano. Et donc c'est cette approche très très humaine que nous avons depuis le début, que nous appliquons à la fois pour nos salariés, mais également pour l'écosystème que nous avons créé autour de nous. Et c'est bien cet aspect très humain que nous mettons en avant et en premier lieu en face de nos partenaires quand nous commençons à les approcher, à vouloir travailler avec eux. Donc cet équilibre est extrêmement important pour les collaborateurs, mais également pour l'écosystème qu'on a créé autour de nous. Olivier, tu as fait le choix de fonder l'Institut Sapiens, un think tank pour peser sur la transformation. Alors avant tout, qu'est-ce qu'un think tank et pourquoi avoir choisi ce mode d'action? Alors, think tank, à l'origine, c'était un jeu de mots, en fait, parce qu'il y avait des agritech, des fintech, des happy tech, enfin des techs de toutes les façons. Et puis, il n'y avait pas de think tech, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'entité qui essayait de repenser la façon dont on produisait de la réflexion en France. Et donc, c'est pour ça on avait créé cette idée de think tank et même déposé ce mot, mais de toute façon, on n'a pas utilisation commerciale. Mais à l'origine, l'idée, c'était d'utiliser quelque chose de différent du mot think tank, évidemment quelque chose qui, en France, ne dit pas grand-chose. Je pense que la meilleure traduction, c'est un laboratoire d'idées. Donc, un think tank, et c'est ce que j'ai voulu créer avec plein de gens, parce que ce n'est pas évidemment seul que ça se crée, c'est forcément un réseau, c'est un groupe, c'est un réseau d'ailleurs le plus nombreux possible. Ce que j'ai voulu créer, c'est un laboratoire d'idées, un carrefour où on fait travailler ensemble des académiques, des élus, des experts du privé, des experts du public, des simples citoyens aussi qui s'intéressent aux questions que nous traitons, et on les fait produire de la réflexion, et dans un deuxième temps, on la diffuse, et pour la diffuser, on fait nos propres podcasts, nos propres émissions, nos conférences, nos petits déjeuners, toutes les façons de diffuser cette réflexion qu'on a produite. Donc c'est un petit peu marcher sur ses deux jambes pour un laboratoire d'idées, c'est produire les idées et les diffuser. Et je crois que depuis 3 ans, en fait pas 3 ans tout à fait, on va fêter nos 3 ans en janvier, on l'a fait avec une certaine efficacité. On est d'ailleurs présent dans les médias plus d'1 fois par jour, en moyenne depuis notre création, même pas par jour ouvré, mais par jour tout court. Ce n'est pas un but en soi, mais pour nous, c'est important de diffuser de toutes les façons possibles. Et je suis ravi que chez Sapiens, on est le simple citoyen qui se connecte de la campagne où il habite, et c'est super. Et puis, les experts de haut niveau qui nous rejoignent, et on fait dialoguer tout ça. Nous avions l'idée qu'en ce début du XXIe siècle, la place de l'homme dans le monde était plus que jamais remise en cause, que l'homme devenait de plus en plus un moyen et non une fin, et la technologie une fin et non un moyen. Et donc, pour essayer de remettre la technologie à sa place, de comprendre l'effet de la technologie sur la société, on a créé l'Institut Sapiens, donc qui a une orientation tech, mais très généraliste, et on s'intéresse beaucoup, évidemment, par le biais de l'impact économique de la technologie sur la société et la politique. Christian, toi qui diriges une entreprise dont la moyenne d'âge des collaborateurs est inférieure à 30 ans, que constates-tu? Alors, je constate plusieurs choses. La première, c'est que oui, nous, on s'attache véritablement à essayer de trouver un sens et on nous interroge beaucoup sur ça, sur quel est le sens que moi, je suis une place de marché, donc en gros, je vends des bâtis supports pour les toilettes, des abris de jardin ou des tondeuses. Voilà un peu mon métier. Et donc, je fais intermédiation entre des clients et des marchands sur ce. Donc, compliqué d'aller chercher un sens quand vous voulez embaucher des jeunes qui ont entre 25 ans, et donc la moyenne d'âge est à 29 ans, pour leur dire que nous allons révolutionner le monde et qu'on va changer un peu ce qui se fait aujourd'hui. Mais nos enjeux sont à la hauteur du marché que nous sommes. Nous sommes sur le marché de 400 milliards. Nous sommes une entreprise qui rentrons dans tous les foyers européens pour essayer de changer leur vie. Donc la mission est quand même importante. Comment faire pour se transformer? Racontez-nous comment c'est traduit dans le cadre des projets que vous avez engagés, ces actions concrètes. Ces actions concrètes, c'est-à-dire démarrer, faire. On est des faiseurs, on ne peut pas des diseurs. Franck Carnero, pouvez-vous partager avec nous les actions que vous avez engagées en matière de gouvernance et de management? Eh bien, en fait, on peut parler de plusieurs expérimentations. Il y a quelques années, on s'est lancé dans l'expérimentation du télétravail avec un taux de télétravailleurs qui a atteint à peu près 20%.
C'est une modalité qui est intéressante à la fois pour les télétravailleurs, c'est intéressant aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et on peut en espérer aussi une certaine, une certaine performance pour l'entreprise. Et justement, ça nous a aidé plus facilement à traverser le premier confinement et le second confinement. Et entre les deux confinements, on a déployé un accord d'entreprise qui permet de généraliser le télétravail à la plupart des collaborateurs. On a aussi des actions sur la parité, des actions sur l'intégration des personnes handicapées, etc., etc. Donc on voit qu'en termes de management, il y a plusieurs éléments qui sont travaillés. Il y a aussi des réflexions autour de comment incarner ces sujets-là dans nos politiques de recrutement, dans nos politiques de reconnaissance interne. Donc, on voit que ces éléments-là sont vraiment au cœur du modèle managérial. D'abord, le management par la confiance, c'est de pouvoir donner un cadre à chacun bien compris qui lui permettent d'évoluer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé les enjeux de raison d'être, de mission, parce que ça permet à chacun de bien intégrer quel est le cadre général de l'entreprise. Comment arrivez-vous chez Mano Mano à traduire en action concrète ces valeurs dans le quotidien des collaborateurs? On reste un modèle d'entreprise classique, hein, un modèle horizontal, donc avec une direction, une vision et ensuite un déploiement pour les équipes. Mais ce qui nous a interpellé avec Philippe, c'est comment faire mieux dans ce modèle très horizontal qui fonctionne, mais qui ne répond pas totalement à les aspirations d'entreprises libérées où au final chacun s'approprie ses missions, etc. Donc on a vraiment réfléchi avec l'ensemble de l'IT et avec mon associé pour savoir comment on allait faire pour pouvoir que l'appropriation de cette mission, de cette vision soit au mieux par les équipes, parce que c'est là quand les équipes sont le plus engagées. Grâce à ces différents étages, dans une entreprise même très verticale, une vision peut être donnée, mais tout de suite, c'est l'appropriation des équipes qui fait que ça la rend beaucoup plus riche et qu'on arrive à être beaucoup plus efficace et pour le coup agile, parce que les équipes sont maîtres de leurs moyens et sont maîtres de la façon dans laquelle ils vont atteindre leurs objectifs qu'on leur a fixés au démarrage. Quel est le rôle des managers et des équipes dans votre transformation? Alors, il est forcément très, très important, hein, en logique de courroie de démultiplication à la fois de la mission et de la raison d'être, et aussi de l'appropriation par les équipes, justement, de ces logiques agiles, d'autonomie, de responsabilisation, de décision au plus près des réalités du terrain. Parle-nous des rencontres de la France qui gagne que tu as initiées la semaine dernière. Les rencontres de la France qui gagne, c'est un cycle de conférences qui va nous mener tous les mois jusqu'au mois de juin. Et nous recevons à chaque fois, pendant 1h30, un panel d'entrepreneurs français, d'entreprises françaises, où on va mettre en valeur des organisations françaises, des technologies, des gens qui réussissent, qui ont des ressources, qui n'ont pas à rougir de leur place au niveau mondial, pour arrêter un peu avec le France bashing, n'est-ce pas? Essayer de temps en temps de voir le verre à moitié plein et de constater combien on a d'énergie, combien on a d'idées, d'innovation, de technologies extraordinaires, et tout ce qu'on peut faire en France. Donc, le dernier a porté sur les mobilités. Enfin, le dernier en date, c'était le premier de notre série. Et le prochain, qui a lieu le 17 décembre, par exemple, a lieu sur la cybersécurité. On va évidemment parler de la transition écologique, on va parler de l'industrie 4.0, on va parler de l'organisation territoriale et de la réforme de la gouvernance. Voilà, tous ces sujets-là qui nous mèneront jusqu'en juin. Notre idée, c'est de faire une sorte de programme, on pourrait dire, politique, qui soit à disposition de qui veut, parce que nous ne faisons pas de politique. En revanche, nous avons l'ambition tout à fait assumée de contribuer à faire la politique, c'est-à-dire de mettre dans le débat public les idées les plus intelligentes possibles, quand même, on espère, qui vont être saisies après par tous nos merveilleux candidats qui après iront au-devant des électeurs demander leur suffrage. Donc notre idée, c'est d'essayer d'aider et de constituer ce panel, ce réservoir d'idées où les gens pourront aller puiser.
quelles sont les principales difficultés qui freinent la transformation des organisations? Eh bien, pour moi, le frein le plus important, c'est l'ignorance. On ne sait pas ce qui est possible. On ignore ce qui est possible. Et alors, si vous ne savez pas que vous avez des rêves et que vous pouvez dépasser vos rêves, alors il est impossible pour vous de les réaliser. Et je crois que c'est là où nous avons un travail extraordinaire à faire. Ce n'est pas de copier ce que nous propose Davos avec l'industrie 4.0. Ce n'est pas de prendre les idées de l'économie circulaire qui ont déjà quand même 25 ans. Il faut quand même mettre en évidence qu'on peut dépasser de loin toutes ces propositions qui sont des bonnes propositions, mais qui ne vont pas du tout changer la réalité. Pour moi, l'ignorance est mon frein le plus important. Nous sommes en pleine réflexion de ce qu'on appelle une mission en interne qui s'appelle le Future of Work. Comment imaginer le monde de demain qui va commencer dans quelques mois, quand le confinement sera terminé dans l'ensemble de nos géographies. Comment imaginer cet équilibre de travail à la maison, de travail sur site? Pourquoi aller sur site? Quels sont les avantages? Et essayer de prendre les avantages des deux côtés. Comment on peut mieux travailler chez soi, mais également aussi on peut mieux également travailler dans un lieu pour retrouver ses équipiers. Donc voilà, on est en pleine réflexion sur penser le futur de ce que font, de ce que va être nos conditions de travail. Et je suis étonné que d'ores et déjà, des grosses entreprises américaines ont déjà pensé le futur en se disant ça sera que du télétravail. Je ne pense pas que ça soit la voie et qu'on voit que c'est plus avant tout des décisions économiques qu'ils ont prises, encore donc pour l'intérêt de l'entreprise et non pas pour l'intérêt du salarié et du bien-être du salarié que ces décisions ont été prises. Donc là, nous, on essaie d'élargir cette réflexion pour savoir comment on va pouvoir plus s'épanouir à la fois à la maison, mais également avec ses collègues. Voilà. Comment l'économiste voit-il cet avenir humain à moyen terme? Je ne sais pas si c'est l'économiste qui doit parler, mais si on a tous une fibre, peut-être d'historiens, de gens qui s'intéressent à l'histoire des civilisations ou à l'évolution, ou d'ethnologues même, hein, on sait qu'en fait, les pulsions humaines, les problèmes humains prennent des formes différentes, mais ne sont pas foncièrement différents. Je ne sais plus quel est je crois qu'un ethnologue ou un paléontologue qui disait le problème des hommes, c'est que nous avons un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Et regardez, est-ce que ce n'est pas ce qui se passe avec ce confinement? On a appris la valeur de pouvoir dîner avec des amis physiquement. On ne peut pas le faire en ce moment, mais quand on va pouvoir le refaire, quand on va pouvoir retrouver des gens, réorganiser des fêtes, réorganiser des rencontres, on va pouvoir se voir physiquement, se toucher, se palper, et ben on va mesurer tout le plaisir que ça apporte. Et on connaît son bonheur, vous savez, quand on en est privé, on en a été privé avec le Covid, et je crois que 2021, en tout cas moi je l'espère vraiment, je suis très optimiste, évidemment parce que le vaccin arrive, qu'on puisse tourner cette page et du coup inaugurer une page où on va peut-être effectivement avoir fait le point sur ce qui est le plus important et que ça soit au niveau des entreprises, mais même au niveau de notre vie où le confinement nous a permis de nous recentrer parfois sur ce qu'on avait envie de faire, sur ce qui étaient nos priorités. Et je crois que pour les entreprises, ça a été le bon moment pour repenser évidemment la façon dont on répartit le travail, dont on répartit les responsabilités, dont on travaille. Est-ce que la présence doit forcément être nécessaire? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas essayer de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle en permettant le télétravail, en évitant les écueils aussi de cette espèce de balkanisation des organisations que ça produit? Je crois que ça a été un moment d'intense réflexion pour les entreprises et que ça portera ses fruits au cours de l'année 2021. En tout cas, je l'espère. L'éthique de la data est un sujet que vous avez évoqué dans votre précédente conférence. Pensez-vous que le data farming, et notamment s'appuyant sur le LiFi, puisse être une solution concurrentielle par rapport à ce qui est proposé par les big tech? C'est la même chose que nous avons aujourd'hui avec les data. Nous avons des systèmes où toutes les données sont dans un gros tuyau qui est orienté vers quelques entreprises afin que ces entreprises puissent développer leur data mining avec zéro risque. Je crois que c'est très important de nous rendre compte que, comme Christian a quand même fait avec Mano, c'est prendre des risques. Les vrais entrepreneurs prennent des risques.
Et c'est dans ce contexte-là que je crois que le LIFI pas une proposition pour concurrencer en direct avec le 5G ou avec autres plateformes informatiques, c'est plutôt d'agir là où le 5G ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. Quel est l'impact du Covid pour vous, que ce soit sur les mentalités ou sur les comportements au sein de vos organisations? On a l'impression que ça nous a fait franchir des marches assez importantes sur justement les notions de télétravail, de digitalisation, de gestion à distance. Donc ça, ce sont les aspects un peu positifs. Je pense aussi que ça remet au centre du jeu les soucis de meilleure gestion des enjeux environnementaux, sociaux. Alors très concrètement, chez nous, Mano Mano, ça a eu plusieurs effets. Le premier, puisqu'on est rentré en crise, d'un jour au lendemain, on était rentré en crise. Nous, notre business a fait x4, donc il a fallu qu'on soit là pour tenir la barre. Donc moi, ça a été un vrai révélateur de talent pour des gestionnaires de crise. Voilà. J'avais des managers qui étaient un peu en demi-teinte, et la crise fait que ça les révèle. Donc ça, c'était plutôt positif. Donc on a vu des gens qui sont un peu, comme toute révolution, qui ont pris le drapeau et qui étaient au combat. Donc ça, c'est agréable à voir. Dans notre sens, ça a un peu éteint d'autres personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise avec cette incertitude, le fait d'être confiné, etc. Donc ça a mis en faiblesse et ça a révélé des faiblesses chez d'autres personnes. Donc ça, c'est plutôt, si je prends un peu le prisme un peu individuel donc de nos salariés, ça a créé une vraie solidarité avec nos partenaires, dans le sens où eux aussi, on a 5000 partenaires. Nous vivons à travers et grâce à nos partenaires. Donc ça a créé un autre élan de solidarité. On a fait beaucoup de choses pour eux. Ils ont fait également beaucoup de choses pour nous. Donc ça nous a rapprochés. Comme je pense que tout le monde ici autour de la table s'est rapproché de nos enfants ou de nos épouses ou de nos conjoints. On s'est retrouvés tous ensemble dans un même lieu face à une même crise. Donc ça, cet aspect de faire front ensemble, c'est de prendre cette conscience-là du sens de la responsabilité. C'est un mot qui est apparu très rapidement pendant cette crise de Covid. Quelle responsabilité nous devons y avoir face à l'ensemble de ces crises-là? Et donc c'est un chantier qu'on a lancé donc il y a déjà 6 mois sur réfléchir maintenant quelle va être la responsabilité de Mano Mano face à ces enjeux. Je suis arrivé à la conclusion, dans un monde où tout le monde calcule ses risques et on est forcé par la politique d'être dans l'immobilisme et de même pas sortir, de même calculer ces distances entre 2 personnes et 3 personnes sans raison scientifique quelconque, eh bien, dans ces conditions, il y a des gens qui sont prêts de prendre des risques et de se lancer avec des grosses ambitions. Et je crois que c'est ça ce qui m'a beaucoup renforcé, que aussi grâce au Super France que j'ai fait avec Idriss Aberkane, où nous avons quand même organisé des rencontres avec 12 000 personnes, 48 sessions en 15 jours dans 12 villes. Nous à vrai dire, on est tout petit. On est tout petit et à la fois, on est en permanence en relation avec beaucoup de gens puisqu'on entretient un réseau, des réseaux d'experts. Donc, nous, le Covid n'a pas changé grand-chose. Enfin, si, il m'a amené à prendre une décision quand même temporaire, mais qui change pas mal les trucs, c'est rendre mes bureaux. Donc, j'ai rendu mes bureaux il y a 5-6 mois là maintenant et j'en suis très content. Ça m'a permis d'embaucher quelqu'un en plus. On n'a plus de bureau, mais j'ai un salarié en plus et ça nous permet de faire des tas de trucs super. Ce qui change aussi, c'est que nous souffrons beaucoup parce que nous ne pouvons plus organiser des petits déjeuners physiques qu'on faisait avant, les conférences physiques, toutes ces rencontres qui me tenaient tellement à cœur. Donc, je ronge mon frein comme beaucoup pour le moment où on pourra recommencer. Mais sinon, à part ça, la vie des idées, elle a cette chance qu'elle peut se faire n'importe où, de n'importe où. Avec un prisme d'entreprise et de conseil peut-être à des entrepreneurs. Peut-être le premier conseil, c'est de rester fortement à l'écoute de ses parties prenantes, ses clients, ses partenaires, ses salariés et aussi la société qui nous entoure. Peut-être le plus possible connecter ces enjeux de responsabilité sociétale de l'entreprise au plus proche des réflexions stratégiques, parce que c'est là qu'elles sont vraiment au cœur de l'activité, au cœur du management quotidien des équipes et de la vie des équipes.
et puis peut-être, avec un regard un peu plus macroscopique, essayer de promouvoir des initiatives qui pourraient permettre de faciliter finalement pour les consommateurs la consommation éthique à travers des index, des scores qui permettraient à chacun, un peu à l'équivalent de l'index Pénicaud sur l'égalité homme-femme, un peu à l'équivalent d'une application comme Yuka pour la consommation alimentaire. Est-ce qu'on pourrait voir émerger de plus en plus d'applications pour consommer éthique? 3 choses plutôt simples. La première, c'est prendre la décision de le faire. Je pense que l'engagement, c'est multiforme, on peut faire plein de choses, mais il y a tellement de choses à faire que généralement, on regarde ça, on regarde ça, les trains passer. Et la décision de s'engager, de prendre ces décisions, c'est une chose qui est à la fois très simple, mais très compliquée. Mais quand on a pris ces décisions, c'est tellement libérateur parce qu'après, tous les verrous sautent. Mais c'est un schéma mental qui est déjà compliqué au démarrage. Donc, c'est prendre ces décisions. Déjà ça, vous aurez déjà passé une étape très, très importante dans votre engagement. La deuxième chose, je pense que c'est le fait que ne pas oublier quand vous vous engagez que vous soyez entrepreneur ou à la tête d'une entreprise ou dirigeant ou manager, c'est que vous le fassiez en total alignement avec vous-même. Si vous vous engagez parce que c'est une mode, c'était ta première question, Vlad, ou si c'est parce que vous êtes poussé par X ou par Y, ça ne marchera pas. Donc soyez bien aligné avec ce que vous êtes, et ensuite ça découlera beaucoup plus simplement. Et là pour le coup, c'est le deuxième levier très important qui va faire, ça sera rempli de succès en plus. Ensuite, troisième peut-être conseil pour peut-être des gens qui sont déjà à la tête d'entreprise ou d'entreprise importante, c'est que parfois le changement que vous demandez à votre entreprise est trop compliqué. Moi, j'ai vu peu d'entreprises qui changeaient un peu leur business model en route, entreprise installée, parce que ça veut dire couper beaucoup de choses et faire beaucoup de sacrifices. Donc, mon petit conseil, c'est plutôt, ou recommandation, j'ai aucun conseil à donner, c'est d'embaucher des ambassadeurs. La première des choses, c'est que je crois vraiment que, je ne sais plus, il y a une phrase qui dit ça bien mieux, mais le problème, c'est pas les méchants, c'est les gens qui sont passifs face à la méchanceté. Donc, un conseil que je donne à mes étudiants, mais un peu pour d'autres raisons, mais sachez dire non. Je leur dis en disant, moi, quand je leur dis ça à mes étudiants, c'est ayez le courage de démissionner si vous n'êtes pas content, pas heureux de ce que vous faites dans votre entreprise. D'autant plus que vous êtes jeune, votre vie sera très longue, vous avez plein de temps devant vous pour aller refaire d'autres choses intéressantes. Donc, ayez le courage de dire non. La solution de facilité, c'est de rester dans un endroit où vous n'êtes pas heureux, où on ne vous rend pas heureux. Et je pense que c'est le plus mauvais service que vous pouvez vous rendre à vous et à la collectivité. Donc, ayez le courage de dire non et de vous opposer à ce à quoi vous n'êtes pas d'accord. La deuxième idée, c'est il faut faire très attention à douter. Je crois que c'est la caractéristique du bon universitaire, du bon académique, c'est qu'il doit toujours prendre un bouquin ou une recherche ou un article de recherche en se laissant la possibilité d'être frappé au plus profond de ses convictions. Être capable d'être remise en cause. Je crois que la plus grande chose dont il faut se méfier, c'est la conviction. Il y a peut-être une phrase de Nietzsche qui dit quelque chose comme ça, hein, l'ennemi de la vérité, c'est pas l'erreur, c'est la certitude, quelque chose comme ça. Et je crois qu'on est dans un monde qui a besoin de douter. Alors douter non pas au sens complotiste, hein, on doute de tout et on pense qu'on nous ment en permanence, non, mais c'est faire très attention parce qu'on a tous tendance, et les réseaux nous aident à ça, malheureusement, à nous enfermer dans des bulles cognitives avec que des gens qui sont d'accord avec nous. Donc, doutons en permanence. La dernier conseil que j'ai envie de dire, c'est participer, engagez-vous, et donc par exemple, adhérez à l'Institut Sapiens et venez nous rejoindre ou rejoindre d'autres formidables think tanks, d'autres endroits où on réfléchit, où on essaye de participer. Je demande que tout le monde raconte tous les jours une très belle histoire inspirante aux jeunes. Il est indispensable, avec toutes ces mauvaises nouvelles, qu'on inspire les gens. 2, il faut être beaucoup plus ambitieux de ce qu'on nous propose. Il faut être prêt d'aller au-delà de ses rêves, comme je crois Mano Mano a fait. Vous dépassez les rêves, il faut être prêt pour dépasser les rêves. Et finalement, acceptons avec humilité que nous sommes des homo non sapiens. On ne sait bien comment la vie est organisée, comment être heureux et comment être dans une vie saine. Et quand vous avez l'humilité avec vos capacités de dépasser les rêves, eh bien, vous allez changer le monde. Je vous remercie. Quels freins au changement avez-vous constaté au sein de votre organisation ?
Finalement, pas tant que ça. Pour moi, il y a plutôt une adhésion. Donc, on peut avoir, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, on peut avoir quelques personnes qui se posent des questions sur mais est-ce que ça vaut le coup d'aller si loin? Est-ce que c'est pas un peu trop radical comment dire, ambition? Mais non, parce qu'on se vit pionnier sur ce sujet et finalement, on engage derrière nous, je pense, peut-être 90-95% des collègues, des acteurs, aussi des militants. Quand on parle de responsabilité sociétale et éthique des organisations, est-ce qu'il est plus difficile, est-ce que c'est plus difficile pour les entreprises qui existent depuis longtemps que pour les startups d'opérer ces transformations? Moi, je réponds avec la casquette start-up. Je laisserai peut-être Franck répondre à la partie belle et grande entreprise. C'est vrai que nous, on est une boîte qui a 7 ans, donc on a démarré avec des racines, pour le coup, qui étaient plus humaines que responsables. Alors, je vais pas citer Kant ou autre philosophe, mais je vais citer juste Spider-Man qui disait with great power comes great responsibility. Donc c'est un peu ça que nous sommes transformés chez Mano. C'est-à-dire que avec la taille venant, a fait qu'au bout de 5-6 ans, c'est quand même posé des vraies questions sur ce que nous vendions, ce que nous faisions, entre l'e-commerce et les produits que nous vendions. Mais donc c'est vrai que ça a été, je dis pas que c'est plus simple, mais quand ces sujets sont arrivés, si on peut parler de frein en interne, le seul frein c'était mais comment on va le faire? L'adhésion était déjà là, le sens était déjà là, c'était plutôt mais comment on va le faire pour pouvoir changer ce monde-là? Pourquoi est-il si difficile d'être manager aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil éventuellement, alors soit pour devenir manager ou peut-être changer le terme, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme réponse puisque a priori, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent devenir manager? Errer, voilà, il faut errer. Je pense que c'est important il y a ce devoir d'errance. Alors, vous pouvez aller étudier plusieurs matières très, très différentes, mais essayez des choses. Vous avez le temps aujourd'hui d'essayer des trucs. Pourquoi? Pour trouver votre place, quoi. Voilà. Et donc, je pense que la vraie réponse à votre question, c'est vous aurez envie, trouver un boulot que vous avez envie de faire. Voilà. Et le vrai signe que vous aurez réussi votre vie professionnelle, c'est que vous n'aurez pas de blues du dimanche soir. Au contraire, vous aurez l'excitation du dimanche soir et que de temps en temps, vous aurez même des bouffées le matin en vous levant de joie, en vous disant « Ah là là, j'adore ce que je fais ». Voilà. Et c'est ce que je souhaite à mes étudiants. Et je crois que c'est ce que les jeunes souhaitent aujourd'hui ardemment, c'est avoir de la passion dans ce qu'ils font. Alors, merci Christian, Franck, Gunther et Olivier pour cette très belle table ronde. Merci à Vladimir, notre animateur. Vladimir est spécialiste des questions liées à la transformation digitale, enseignant à l'EFAP, c'est l'école des nouveaux métiers de la communication. Il intervient chez DMB, Digital Marketing and Business. Et enfin, il est conseil en transformation digitale et surtout, il nous a beaucoup aidé pour cette journée de transition.